Bonsoir, chers téléspectateurs, et bienvenue à votre émission hebdomadaire Plein Cœur. Longtemps considérée comme un caprice de riche, la bonne gouvernance environnementale a été bossée par son impact implacable sur la vie de l'homme. Le constat fait aujourd'hui est que la bonne ou mauvaise gestion de l'environnement impacte directement, au-delà de l'ambiance de bien-être, leurs moyens de subsistance. En effet, la dégradation du capital naturel engendre très souvent le promiscuité économique. En Mauritanie, les pouvoirs publics ont très tôt décidé de prendre le bœuf par les cornes en créant dès 2006 un ministère délégué pour l'environnement qui très vite s'est mué, en raison de son importance, en un ministère à part entière. Cette évolution institutionnelle marquée par l'ancrage de l'environnement dans le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté a trouvé toute sa justification avec les nouveaux enjeux de gouvernance publique, notamment à la faveur de l'émergence d'un secteur économique nouveau, le secteur pétrolier. Or, l'exploitation dans nos eaux territoriales, en même temps qu'il créait de nouvelles opportunités pour l'État en termes de recettes additionnelles, faisait aussi naître de grands défis quant à sa conciliation avec des richesses halieutiques qui se régénèrent. La première alerte vécue vendredi dernier sur la présence de fioul sur le rivage a marqué les esprits. Une question d'actualité sur laquelle on lance ce soir ce débat pour essayer de cerner les tenants et les aboutissants d'une affaire qui continue de retenir l'attention du grand public. Pour parler de ces questions, chers téléspectateurs, et bien d'autres portant sur la gestion de l'environnement en général et marin en particulier, j'ai invité pour vous ce soir M. Sidi Baba Oulaha, député de Ouadane, qui est président du réseau des parlementaires et élus locaux pour l'environnement, REPEM. Bonsoir, député. M. El-Hadrami Oullah Ahmed Deida, qui est conseiller chargé de l'écotourisme et de l'éducation environnementale au Ban d'Arguin. Bonsoir. Bonsoir. Et mon cher, last but not least, mon confrère Jeddaoul Deida, directeur de publication du site Moriweb Info, pour animer avec moi ce débat. Bonsoir, confrère. Voilà, donc, on va commencer par vous, monsieur le député. Donc, cette alerte qu'on a vécue vendredi dernier sur cette présence de fioul sur le rivage qui a marqué l'esprit, comme je viens de l'expliquer. En fait, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Merci de m'avoir donné cette opportunité. Je tiens seulement à vous remercier pour cette opportunité. Vous m'avez déjà présenté sur le plateau, vous m'avez déjà invité pour parler de la culture. Ce soir, vous m'appelez pour parler de la nature. Je crois que le député de Ouadane est bien dans son élément, parler de la culture et de la nature. Pour revenir à votre question, effectivement, des informations nous sont parvenues comme quoi il y a des taches d'huile sur l'océan au niveau de la plage. Vitement, nous avons eu à dépêcher des éléments du réseau afin de s'assurer de l'information. Cependant, il est évident que les pouvoirs publics, le gouvernement a pris les dispositions nécessaires et les deux ministres concernés se sont, juste après 24 heures, déplacés sur les lieux pour constater en fait de visu l'information et suivi par cela par M. le Premier ministre. Je crois que l'information a été relayée et des communications ont été faites dans ce cadre. L'entretien ou la conférence de presse donnée par les ministres a eu à éclairer l'opinion sur la situation. Donc, je crois que le public a été informé. Donc, M. El-Hadrami, donc je rappelle que vous êtes conseiller au Ban d'Arguin. Donc, en fait, est-ce que ça a touché le Ban d'Arguin? Non. Après, donc, à la suite de ce que l'honorable député vient de vous dire, j'ai été convoqué le dimanche au ministère des Pêches pour une série de crises parce que le Ban d'Arguin fait partie donc du plan Polmar. Et après un débriefing, nous sommes rendus tous sur la plage le dimanche. Donc, et nous avons constaté une visu effectivement ces boulettes d'hydrocarbures sur la plage. Nous avons fait la plage donc depuis l'hôtel Sabah jusqu'à l'auberge Sultan. Et nous avons repris la plage de l'autre côté jusqu'au Wah. De l'autre côté au sud, nous n'avons rien constaté en réalité.
Et donc, pour parler précisément du Vandaguin, suite à cela, évidemment, nous avons convoqué nos 2 chefs de département, qui sont un à Mamgar et l'autre à Évite, pour faire la plage vers le nord. Et donc, les résultats qu'ils nous ont rapportés avec les photos que nous avons versées, évidemment, à la direction de Marine Marchand, parce que c'est elle qui pilote le plan Polmar, n'ont indiqué rien du tout, RAS. En fait, ce qui a été vu, c'est à 35 km entre Mahaïjrat et Mamgar. Est-ce qu'il y a une pollution? Non, on peut pas... Le degré, en fait, le degré ou l'impact? Non, on ne peut pas dire qu'il y a une pollution, parce que malheureusement, les gens ont vu des poissons morts, ils ont vu peut-être un dauphin qui est mort, mais c'est des morts naturelles. Nous, on ne peut se baser que sur les analyses de l'IMROP, qui est donc l'IMROP et de l'ONISPA, donc l'Institut mauritanien de recherche océanographique et pêche, et l'ONISPA, qui est l'Office national d'inspection des produits, d'inspection sanitaire des produits de la pêche et de l'aquaculture. Ces 2 ont confirmé qu'il n'y a pas eu de pollution. Et donc, nous, on respecte leur avis. À notre avis, si vous avez une question à poser à nos chers invités. Je suis un peu étonné de cette discordance dans le discours, parce que d'un côté, on dit que c'est les institutions de l'INSPA et du Maroc qui ont conclu en fait qu'il n'y a pas de pollution, alors que, comme vous le savez, vous y étiez vous-même, nous avons été conviés à une conférence de presse, où d'ailleurs, je pense que les discours des responsables étaient un peu antinomiques. Tantôt, c'était un heureux hasard qu'on avait, ou un malheureux hasard qu'on a découvert des... Je rappelle que vous avez quand même sorti un papier le vendredi vers 19h sur le Montréal. Justement, donc, ben, je le dis, moi, ce qui me tracasse, c'est que quelque part, c'est que jusqu'au jour d'aujourd'hui, jusqu'au moment où on parle tout de suite, on ne connaît pas encore, l'enquête continue, on ne connaît pas encore l'origine de cette pollution. Donc, pour un peu répondre à Drami, c'est parce que quelque part aussi, il y a une certaine... on a cru comprendre que le Polmar déclenché dimanche, c'est-à-dire 3 jours après le constat que le ministère des Pêches dit avoir fait sur les côtes, est un peu tardif. Et puis, son déroulement montre un peu quelque part qu'il n'y a pas de maturité dans l'action qui a été entreprise par le gouvernement, et que le danger, parce que on parle du secteur des pêches ici, c'est-à-dire des ressources halieutiques, c'est-à-dire 25% du budget de l'État, 50% des recettes d'exportation et 53 000 emplois directs du secteur. Donc, c'est socialement et économiquement très important pour l'État pour qu'on puisse jouer un peu à occulter certaines informations qui sont très clés dans cette affaire. Donc, quand vous pensez qu'il y a des informations que tu dis occultées? Permettez-moi de vous dire ceci. Moi, je suis un élu, je suis un législateur, je ne suis pas là à la place du gouvernement. Cependant, la seule chose que je pourrais éventuellement dire à votre encontre, M. Gidna, c'est que je crois que le gouvernement a fait l'effort nécessaire. L'alerte a été déclenchée le vendredi. Nous, en tant que réseau, nous avons visité les lieux le samedi pour s'informer de manière réelle sur le terrain. Le gouvernement est venu. Monsieur le Premier ministre lui-même s'est déplacé durant le week-end. Donc, si vous me dites qu'il y a en fait du retard pris dans la gestion de cette affaire, je me poserai bien la question pour savoir quel est ce retard. Parce que 24 heures après, le gouvernement, y inclus Monsieur le Premier ministre chargé de la coordination de l'action du gouvernement, était déjà sur place. Alors, les mesures, le plan Polmar. Moi, j'aimerais bien ici rappeler en fait le plan Polmar. Le plan Polmar a été pour la première fois mis en place en France en 1978. Et il a été amélioré après les malheureux accidents que nous connaissons pratiquement tous. Celui de l'ECA, permettez-moi, Erika et de Prestige. Bien sûr. Donc, le plan Polmar lui-même est une coordination d'une activité qui vient répondre à un fléau, à une pollution, à un accident. Alors, je crois que nous avons mis, en fait, le gouvernement a mis le plan Polmar en place. Je ne dirais pas du tout que le plan a été mis de la manière la plus efficace et la plus efficiente. Cependant, je dirais qu'avec l'exercice lui-même, nous devons tirer les leçons, en fait, et peut-être les petits ratés dans le plan Polmar pour l'améliorer dans le futur. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est le côté législatif
et le côté prise de conscience. Vous avez si bien dit, vous avez dit que vous avez fait allusion à la ressource halieutique. Nous faisons allusion à cette ressource économique importante. Nous faisons allusion à l'environnement marin que nous partageons avec d'autres pays. Nous faisons allusion au banc d'Arguin, qui est en fait notre fierté nationale, qui a fait connaître le pays là où certains ambassadeurs n'ont pas pu faire connaître la Mauritanie. Ce qui nous incombe en tant que réseau, essentiellement, c'est le cadre institutionnel, le cadre législatif lui-même. Parce que ici, dès que nous avons eu l'alerte, la convention d'Abidjan est entrée en jeu. C'est très important. Très important parce que nous savons que, vu en fait les expériences passées dans d'autres pays, les pays font appel. Excusez-moi, monsieur le député, mais quand vous dites dès qu'on a eu l'alerte, on l'a eu quand? On a bien eu une alerte un dimanche, alors qu'il y a des baigneurs qui se sont déjà rendus compte le jeudi ou le vendredi avant. Et comment ne pas avoir l'alerte une semaine ou quelques jours avant? Vous insinuez, monsieur? Vous insinuez? Ça veut dire que vous dites dès qu'on a eu l'alerte? Non, je parle dès que le gouvernement a eu l'alerte. Mais comment se fait-il que le gouvernement a eu cette alerte extrêmement tard? Extrêmement tard. Par rapport à des baigneurs et des pêcheurs qui se sont rendus compte 2 jours avant. Non, écoutez, permettez-moi de vous dire que je ne représente pas le gouvernement. Je sais, mais non plus, non, il faut préciser, les choses. Moi, ce que je peux dire, c'est que le gouvernement a été mobilisé durant un week-end. Monsieur le Premier ministre s'est déplacé. Ils ont tenu une conférence de presse le dimanche. Donc, permettez-moi de féliciter l'action du gouvernement. Cependant, personnellement, et au nom du réseau que je représente, nous avons une mission de contrôle de l'action du gouvernement. C'est ce qui nous intéresse le plus. Alors, nous étions en conclave, l'Assemblée générale du réseau sous-régional pour la protection du littoral. Nous avons une Assemblée générale à Nouakchott. Nous avons pris sur nous, chambardé notre programme pour partir avec nos collègues parlementaires de la sous-région. Oui, mais c'est normal, des techniciens. Mais bien sûr que ici, c'est le moment de le dire. Ouais, c'est des pollutions des eaux, c'est quand même... Alors, on va revenir encore au cadre législatif, qui est le plus important. Moi, permettez-moi de vous dire que je ne suis pas dans la seule logique de traiter de cette question. Nous sommes appelés, vous et moi, vous et nous en tant que législateurs, à penser l'avenir, à anticiper les choses, oui, à créer le cadre institutionnel et réglementaire qui pourra nous épargner de certains accidents. Donc on va parler des enjeux actuels, en fait. Et pour les années à venir, bien sûr. Quels sont les enjeux actuels aujourd'hui? Les enjeux actuels, comme l'honorable député l'a dit, c'est de voir comment le plan Polmar peut être mis en place très rapidement. C'est un exercice. Nous n'avons pas un précédent, il faut le dire, nous n'avons pas un précédent, c'est la première fois, et donc la coordination entre plusieurs départements n'est pas facile. Je pense qu'ils ont essayé de joindre tout le monde, ils n'ont pas pu les joindre jusqu'à dimanche, mais l'essentiel c'est qu'ils ont réagi. Ils ont réagi, il y a eu les radars qui ont été dressés sur nos eaux, il y a eu des survols pour voir s'il y a des nappes dérivantes, parce qu'en fait ce qui arrive sur la plage, ce n'est pas méchant. Hein. Quand nous regardons que dans les accidents de pollution, en fait, les 90% sont dus au dégazage sauvage. Ce n'est que 10% les Erika et tout ceci des accidents, qui aiment les gens, c'est 10%. Oui, mais dans d'autres pays, il y a des vraies opérations de pollution. Ce n'est pas vraiment le cas en Mauritanie. Non, ce n'est pas le cas en Mauritanie. C'est là où je voulais en venir. C'est des petites galettes qui se sont déposées sur la plage. C'est vrai que c'est inquiétant. Ce qui nous inquiétait le plus, c'est que ce soit des prémices. C'est-à-dire qu'il y a autre chose qui vient. Une marée. Mais en fait, ça, c'était que des avertissements. Et on avait peur que ce soit lié, en fait, au bateau russe qui a échoué. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. En fait, on n'arrive pas encore à trouver, on tourne autour du pot où on n'a pas encore trouvé l'origine de cette pollution. Toujours est-il que aujourd'hui, sur toute la côte, en fait, de certaine manière, quelque part, quelqu'un a dramatisé la situation. Parce que comme l'a si bien dit Hadrami, les résultats, en tout cas par rapport à la mortalité sur les espèces, est très réduite. Donc, forcément, on a quelque part exagéré. Il y a une panique, en fait. Il y a une panique. Et donc, juste pour reparler du problème Polmar, parce que je pense qu'il faut donner à César ce qui lui appartient. Il y a eu, pendant la mise en place du Polmar, c'est-à-dire qui fait suite au panel des scientifiques indépendants
sur l'exploitation pétrolière en Mauritanie, la mise en place d'un plan Polmar, qui a été confié à la marine marchande du ministère des Pêches. Mais aujourd'hui, et ce n'est pas, même si c'est une critique, hein, c'est aussi à quelque chose de malheureux bon. Nous avons constaté que malgré les 2 exercices de simulation que le plan Polmar a déjà exécuté, nous avons constaté, je pense que intimement, honnêtement, intellectuellement, le ministère, en tout cas les gens qui sont en charge de ça, doivent se dire que on est là face à une situation qui finalement, Dieu merci, n'est pas aussi grave, mais elle devrait faire cas d'école et nous permettre en fait d'envisager avec beaucoup plus de sérieux, beaucoup plus d'engagement l'éventualité qu'a Dieu ne oui, c'est plus un exercice, d'une marée noire ou d'un accident d'un grand bateau. Donc, si aujourd'hui, la question cruciale pour nous, c'est qu'on ne sait même pas d'où proviennent ces galettes, si on veut vraiment réduire les tâches d'huile à des galettes d'hydrocarbures, de fuel. Vous travaillez un peu, vous avez un peu travaillé sur cette question. Bon, le ministère a écarté. Est-ce que vous avez une estimation en fait quantitative ou qualitative de ce qui s'est passé? En fait, on s'en tient à un discours officiel. C'est-à-dire le Premier ministre, sur la plage de Nouakchott, déclarait que on a dénombré au moins 30 sorties marines mortes, 2 dauphins et quelques quantités de poissons. Ouais. Et on a très vite lié cela avec le phénomène qui est survenu sur nos côtes. Mais moi, je veux dire, je vais aller plus loin. C'est-à-dire que cette histoire, cette affaire, aussi bénigne qu'elle paraisse aujourd'hui, doit dicter au gouvernement, je pense que, en tout cas, doit, en tant qu'observateur, je conseillerais au gouvernement d'avoir l'œil à ce genre d'accident, parce que parfois, nous avons vu malheureusement que des autorités avaient été surprises. Du jour au lendemain, on se retrouve face à un phénomène alors qu'on pensait être préparé et que malheureusement, au bout du compte, la machine n'était pas huilée. Donc, il faut nécessairement accepter qu'il y ait des défaillances au niveau de la coordination Justement, donc vous dans le réseau, en fait, comment vous pensez protéger cet environnement marin, en gros? Ce que vous avez mis sur le... Très bien. Nous avons eu contact directement avec les 2 départements ministériels concernés, celui des pêches, celui de l'environnement. Et je tiens ici à remercier les 2 ministres pour la disponibilité. Nous tenons pratiquement chaque 2 jours un entretien avec chacun des 2 ministres pour suivre de très près l'évolution du dossier. Ça, c'est la première action. La seconde, nous avons créé une commission au sein du réseau, un comité de suivi ad hoc qui prend contact et qui recueille l'information de manière à ce que toutes les informations puissent nous parvenir. Il faut encore rappeler et répéter que notre action n'est pas celle du gouvernement, nous avons une action de contrôle de l'action. Maintenant, ce qui est demandé essentiellement, c'est de tirer des leçons de l'opération qui est entamée, d'être très vigilant par rapport à ça, à toutes les éventualités autres, et de créer en fait un environnement juridique qui peut nous permettre, dans d'autres situations, à Dieu ne déplaise, qu'on puisse être préparé à ce que le gouvernement, l'exécutif, puisse apporter des réponses idoines aux questions et aux attentes des environnementalistes d'une part, des populations et à sa préservation. Comment alors expliquez-vous, monsieur le député, vous qui êtes à l'Assemblée nationale, que l'ordonnance 2007-037 qui institue justement un observatoire du littoral, jusqu'ici n'a pas été promulguée ni adoptée. Et je veux dire promulguée par le gouvernement. Alors que dans cette loi, justement, il est bien noté qu'un observatoire du littoral devait être mis en place. C'est-à-dire, quelque part, vous faites des textes, mais des textes qui sont suspendus à la volonté aussi du gouvernement. Donc, si les lois ne sont pas mises en exécution, ça devient véritablement un acte pour, je ne dirais pas pour rien. Vous posez une question pertinente. Il y a des décrets d'application qui doivent être pris. C'est très pertinent. Nous sommes là pour tirer la sonnette d'alarme. Nous sommes là pour rappeler au gouvernement qu'il y a des décrets d'application pour mettre en évidence ces lois. Aujourd'hui, je vous dis qu'aujourd'hui, qu'au jour d'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, et par d'efforts, bien entendu, du réseau et du président de l'Assemblée nationale, nous avons aujourd'hui le protocole de Nagoya
à l'Assemblée nationale. Nous avons aujourd'hui la loi sur les plastiques à l'Assemblée nationale. Nous veillons à ce que toute la législation puisse être mise en place et de manière efficace afin... Il faut l'appliquer, c'est tout. Non, mais attendez. Mise en place, mais il faut une application. Regardez, l'application des lois n'est pas de notre ressort. C'est le gouvernement qui applique. Nous, nous légiférons. Mais nous suivons l'action du gouvernement afin qu'elle soit concordante avec la législation en vigueur. Je crois que le fait qu'un panel d'experts et de parlementaires africains ait été là cette semaine nous permettra de pouvoir, et ça aussi il faut le dire, il faut dire que quelque part, en termes de législation, cette loi c'est des plastiques. Mais nous sommes en avance par rapport à beaucoup de pays. Oui, en France même. C'est durant ce printemps, je crois bien, si j'ai bonne mémoire, que cette loi sur, il l'appelle loi sur la discrimination énergétique, c'est ainsi qu'il l'appelle. Un terme comme ça, je me rappellerai et vous direz. Donc l'essentiel, essentiellement pour moi, ce sont les lois. C'est elles qui restent. C'est elles qui nous permettront de pouvoir faire face à toutes les éventualités. Et c'est notre rôle. Au-delà du rôle du contrôle de l'action du gouvernement. On peut se féliciter de votre engagement. L'engagement, c'est déjà pas mal. Mais on veut vous donner des cas précis, par exemple, sur lesquels l'actualité est revenue quelquefois. Nous avons par exemple le projet de retirer des épaves du chenal d'accès de Nouadhibou. Et vous savez autant que moi que c'est l'Union européenne qui l'a financé pour 25 millions pour retirer 27 épaves. Pour autant, nous avons le Fréon emmagasiné dans des conteneurs qui aujourd'hui n'a pas encore trouvé preneur pour son enfouissement. Le dernier avis appel d'offres justement pour son enfouissement a été infructueux. Donc, où est parti ce Fréon-là? Ça, c'est des questions de santé publique aussi. Ça peut poser des questions. Et nous comptons beaucoup sur la présence je ne vous jette pas des fleurs parce que je vous connais. Mais c'est vrai, nous espérons que des gens sortent un peu de l'ornière pour dire que, parfois, pour rappeler, et ce n'est pas pour vous mettre en contradiction avec la majorité que vous représentez, mais pour dire que trêve de semblant. Nous avons eu, par exemple, ce cas de Fréon. Nous avons eu les Chinois qui ont pêché des oiseaux, des fous-bassins, et que la douane, les services de l'État ont arrêté. Ce sont des choses qui concernent l'environnement et qui méritent que des gens y attirent l'attention. Ils attirent l'attention non pas pour créer des problèmes, mais pour dire que c'est des questions existentielles pour notre pays, de respecter l'environnement et de respecter son écologie. Je vais vous dire que le réseau des parlementaires chargés de l'environnement est une structure, le moins qu'on puisse dire, qui contient toutes les tendances politiques. Elle est constituée de dizaines de parlementaires et d'élus locaux de toute coloration politique. Et nous voulons que ce dossier, c'est-à-dire que cette notion d'environnement soit autant que peu dépolitisée. C'est un combat sincère, c'est un combat profond. Vous avez souligné des cas sur lesquels nous menons des investigations et nous nous informons sur ces cas. Cependant, vous, monsieur, vous savez qu'il y a eu à la baie de l'Étoile à Nouadhibou 2 gigantesques projets qui ont été déjà étudiés. Et on s'est rencontrés durant une rencontre sur l'environnement à Nouadhibou et ces projets n'ont pas eu lieu. C'est grâce à des actions concrètes, discrètes. N'ont pas eu lieu, en fait, vous nous donnez une information, ces projets n'auront pas lieu. Parce que les gens de la baie d'Étoile continuent encore. Ils se battent encore pour que ces projets. C'est une information. Si vous le permettez, tout ça rejoint justement l'ordonnance 2007-037 qui parle justement des directives d'aménagement du littoral. Et je vous donne un exemple, juste une information pour votre propre gouvernement. C'est que par exemple, la baie de l'Étoile que vous citez, et dans laquelle nous avons été, on s'est rencontrés, figurez-vous qu'aujourd'hui, le statut de la zone franche de Nouadhibou crée justement un précédent pour la gestion de la baie de l'Étoile. Et il y aura un projet qui va sur la baie de l'Étoile. Mieux. Oui, ce milieu qui est naturel, on a inauguré pas plus tard qu'hier ou avant-hier une route bitumée qui mène dans cet espace qui est une réserve. Je vous le rappelle. Ce que j'ai comme information... La baie d'Étoile dépend de quoi? Du Bandarguin ou non, du tout. En fait, le statut de la zone franche un peu
je veux dire, un peu fait cafouiller les choses, parce que 55 normalement, c'est des kilomètres. ressorts de la zone franche. Ce que j'ai comme information, Oui. Monsieur Jedla, ce que j'ai comme information, et durant ma dernière visite avec quelques collègues du réseau, c'est que aucune construction n'est permise tout au long de cette partie de la ville. L'abattoir qui était là-bas a été démantelé par les autorités administratives. Le pâturage qui se faisait sur cette denrée rare que vous connaissez mieux que moi était interdite. C'est ce que j'ai comme information. Et je crois que ce sont des mesures qui entrent dans le cadre de préparer la baie éventuellement à être une aire protégée à usage multiple. Ce qu'il faut ici encore expliquer, c'est que le fait de classer une aire, et je parle sous le contrôle de monsieur qui est connaisseur, à usage multiple, ne prive pas l'homme de jouir de cette nature. Pas du tout. Voilà. Et partant de là, je crois qu'il y a en fait une bonne volonté de la part du gouvernement actuel. Parce qu'on parle de plus en plus de la baie de l'Étoile, on parle de plus en plus du Galbe Richette, qui est encore, en fait, qui regorge de potentialités historiques, touristiques et scientifiques. Donc, je crois que nous avançons dans le sens de pouvoir. Et cela, c'est vous qui allez nous aider en tant que faiseurs d'opinion dans cette éducation environnementale, qui est aussi importante que la législation. Je crois que la nature du Mauritanien et les efforts que nous allons entreprendre tous ensemble, aussi bien le réseau que vous en tant que... Justement, monsieur Hadrami, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui aux Mauritaniens que ce que les autorités ils affirment que la situation est sous contrôle et que c'est fini? Vous pouvez vraiment dire ça aux téléspectateurs? Vous êtes sûr? Moi, je me base sur ce que dit le directeur de l'IMROP aujourd'hui même à RFI. Le discours du directeur de l'IMROP, les zones affectées ont été nettoyées. Il a dit qu'il n'y a pas cette pollution et que les animaux qui sont morts ne sont pas dus du tout à la pollution pétrolière. Et même, je dirais que nous, on a ça récurremment, saisonnièrement, chaque mois de mai, tous les ans, on a ces animaux. J'en sais des choses. Ouais, les tortues et tout ça. Donc, ce n'est pas parce que c'est arrivé concomitamment à la pollution sur la plage qu'il faille dire que cela pourquoi est alors dû. le Premier ministre l'a prétendu? Dû. Pourquoi le Premier ministre l'a prétendu alors? Moi, je me base sur les scientifiques. Non, il y a une confusion Je n'ai quand même. Et puis, pour parler du Bandarguin, vous étiez à la conférence, nous avons posé deux questions, je pense, qui étaient... Tu m'as coupé, laisse-moi continuer sur le Bandarguin qui est mon gâteau. Hein. Et donc, sur le Bandarguin... C'est la fierté nationale, comme voilà, c'est le déficit. C'est la fierté de tous les Mauritaniens, effectivement, c'est le joyau, et c'est en fait le vivier de la Mauritanie. Parce que c'est une zone de régénérescence, c'est une zone de reproduction pour de nombreuses espèces. Si vous prenez le mulet, par exemple, il passe 8 mois au Bandarguin. La corbine, elle passe 6 mois au Bandarguin. Mais justement, c'est pourquoi on a eu peur quand on a entendu cette information. Figurez-vous que le Bandarguin a eu peur depuis 2 ans. Depuis 2 ans, en 2013, nous avons déjà diligenté une étude de faisabilité avec l'aide du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette étude fera que le Bandarguin bénéficiera de ce qu'on appelle le statut PSSA. Le statut PSSA en anglais, ça veut dire particularly sensitive sea areas, c'est-à-dire les zones maritimes particulièrement vulnérables. Et une fois qu'on a ce statut, sur toutes les cartes maritimes figurera le Bandarguin, ça veut dire que les tankers que vous savez très bien, c'est le rail maritime. On n'a pas encore eu. Non, on n'a pas encore eu. Le dernier, on est passé le 11, et c'est ce que je disais, le directeur de la marine marchande a représenté le PNBA, le 11 à Londres, et c'est en bonne voie. On ne fait pas fi des investissements que l'État a fait pour préserver et sauvegarder l'environnement, dans son ensemble et marin particulièrement. Je me souviens aussi du programme BGP qui est un peu quand même... un programme phare justement dans la protection et qui s'intéresse beaucoup plus aux pollutions chroniques plutôt qu'accidentelles comme on le voit aujourd'hui.
Mais ce que je voulais, par exemple, dire, c'est qu'à la conférence de presse, nous avons demandé au ministre qui était présent quelle était la direction des courants marins au moment où nous parlait, par exemple, par rapport à cette présence de oui, en craignant que le vent se dirige vers le nord, c'est ce qu'on a voulu. Est-ce que nous avons posé, c'était les premiers, je veux dire, spontanément, nous avons pensé au PNBA, parce que la Nurseli, pour les ressources halieutiques mauritaniennes. Pour autant, nous apprenons qu'à Mhaïjrat, comme vous pouvez le confirmer ici, il y a des suspicions de présence de cette pollution qui est une zone du parc du parc. D'une pollution, c'est peut-être pas la même, parce que ça peut provenir de... Non, c'est les mêmes galettes, apparemment, c'est les mêmes galettes, mais c'est dans les environs de Mhaïjrat. C'est vrai ou pas? Oui, mais Mhaïjrat, c'est à 45 km du Bandarguin. C'est à la limite du Bandarguin. Oui. Donc, nous, on ne fait pas de... on ne fait pas de... Je veux dire de... Oui, mais 45 km du Bandarguin, c'est la porte à côté, quand même. Non, non. Oui, mais nous surveillons nos côtes. Nous sommes présents sur le Bandarguin. Vous les surveillez comment, en fait? Qu'est-ce que vous avez comme moyen pour surveiller? D'abord, on a des radars qui sont là, qui surveillent. Pourquoi vous ne demandez pas les services météorologiques? Deuxièmement, je vais revenir pour répondre. Justement, c'est important pour moi de répondre à cette question. D'abord, on a des radars qui sont pointés, un à Mamrar, un à Huik, donc au centre, et un à Nouadhibou. Ces radars, ils balayent. D'abord, nous, on surveille parce qu'on constate ce territoire. Donc, toute intrusion est vite détectée. D'accord? Donc, ça veut dire que nous, on surveille toutes les intrusions, c'est les pirogues, hein, parce qu'en fait, le Bandarguin, comme il n'est pas profond, les grands navires ne peuvent pas s'y aventurer. Hein. Il y a pas de, le terrain d'eau n'est pas très fort. Donc, en fait, c'est les petites pirogues sénégalaises qui font des intrusions au Bandarguin. Et c'est ça qu'on surveille par les radars. Et nous avons plus de 12 vedettes qui sont stationnées. Une fois que le radar détecte une intrusion, et comment il détecte l'intrusion en fait? Parce que nous avons à l'intérieur du parc des lanches qui sont donc à propulsion avec le vent. Donc ça veut dire que vous avez déjà détecté une pollution au niveau du Bandarguin? Qui pollue en fait? Mais on n'a pas de pollution jusqu'à présent. Vous n'avez jamais eu de pollution? Pas de pollution, hydrocarbures. Oui, mais quel genre de pollution peut y avoir au Bandarguin? Ahmed. Qui pollue? Ahmed. Non, on n'a pas. Est-ce qu'il y a des gens qui est-ce que, par exemple, en parlant des gisements de gaz, non, mais on parle d'une plateforme à 60 km de Nouakchott. On surveille, voilà. On n'en parle pas. Est-ce que... on surveille nos eaux. On peut parler de toutes les origines. C'est facile, vous dites. On peut parler de toutes les origines. On surveille nos eaux. Puisqu'on a écarté l'affaire de l'Oleg Naïdanov, le bateau russe, parce que, en tout cas, pour l'heure, parce que oui, mais on ne sait pas. Nous avons vu qu'à son naufrage le 11 avril... Peut-être qu'il y a des gisements de gaz dans les eaux mauritaniennes. Oui, non, le 14 avril, le ministère des Pêches dit que les eaux territoriales mauritaniennes n'étaient pas sous menace, justement, des 14 000 tonnes d'hydrocarbures provenant du bateau russe. Mais je vous dis, pour avoir discuté avec des capitaines de bateaux, que de tout le mois de mai et d'avril, les courants étaient beaucoup plus dans le sens sud-nord, les courants marins. C'est empirique, c'est des capitaines de bateaux, c'est des gens qui connaissent quand même leur métier, mais qui disent, qui peuvent certifier que pour la plupart dans cette zone, les courants étaient beaucoup plus des courants sud-nord. Sud-nord. Ceci étant, il n'y a pas, alhamdoulilah, aujourd'hui, une catastrophe. Je pense que le mieux, aujourd'hui, c'est de pouvoir prendre, comme l'a dit le député tout à l'heure, c'est de tirer les leçons de ce qu'on a pu vivre avec toutes les inquiétudes que les gens ont eues. Parce que, je ne cesserai pas de le répéter, c'est véritablement le secteur de la pêche et le poumon de ce... Donc, de toute façon, le gouvernement nous dit que cette marée noire provoquée par le naufrage du bateau russe n'a pas atteint nos côtes. Ça, c'est la première des choses. Vous, en tant que journaliste, que vous êtes sûr de cette information ou pas? Je ne peux pas certifier quoi que ce soit. J'ai dit que toutes les hypothèses, en tout cas l'enquête officielle... L'hypothèse des gaz, des gisements de gaz dans les eaux... Non, qu'il ne fallait pas écarter une quelconque source potentielle. Ça pourrait être, comme je l'ai dit, la plateforme de sointement de pétrole sur la plateforme qui est là à 60 km de Nouakchott, et donc les courants marins pourraient favoriser. Ça peut être un tanker, comme ça semble être crédité par plusieurs sources, qui aurait déversé... Pourquoi pas un bateau clandestin qui aurait déversé des GBC Je ne fais que des hypothèses, je n'affirme rien du tout. Oui, d'accord. On ne peut pas affirmer parce qu'il y a 3 ou 4 hypothèses. Déclaré, les déclarations du gouvernement, vous les avez. Nous, en tant que législateurs... C'est que c'est réellement passé. Nous, en tant que législateurs et en tant que réseau, nous appelons à la vigilance, nous appelons au renforcement du cadre
juridiques existants, législatifs. Vulgarisation. Nous demandons l'introduction de l'éducation environnementale dans le quotidien du Mauritanien. Monsieur Jedna, je vais revenir un peu et dire que vous avez avancé des hypothèses. Moi, je crois que vous connaissez mieux que moi l'IMROP et les moyens dont dispose l'Institut. Je crois que ce sont des scientifiques. Je crois qu'il y a une certaine honnêteté dans le traitement des dossiers qu'ils ont. L'ONISPA, vous le connaissez mieux que moi. Ils ont avancé des justificatifs scientifiques. Qui crédite quoi? Qui créditent que la situation se contrôle. On n'en revient pas. C'est l'origine qui nous... Ça, c'est à mettre sous la responsabilité de ces institutions scientifiques. Oui, mais elle ne parle pas de l'origine. Personne ne parle de l'origine maintenant. C'est une enquête qui est en cours encore. Oui, l'origine. Donc les conclusions... Non, l'origine, il y a une enquête qui est menée. Et je crois qu'il serait un peu précipité d'avancer des hypothèses. Laissons les scientifiques faire leur travail et nous donner l'information sur laquelle nous allons réagir. Vous avez tout à fait raison. Moi, je voulais juste dire que depuis le début, on parlait du navire russe comme étant l'origine de cette... Mais qui parlait? C'est la rumeur. On parlait. Excusez-moi. C'est normal qu'on parle du bateau russe. Écoutez, vous-même, monsieur le député, c'est normal, vous allez chercher des explications comme tout bon citoyen. D'où vient cette... l'origine, c'est la première question à poser. Vous n'allez pas avoir un tel sang-froid devant une telle possibilité de catastrophe. Ne dites pas quand même que je suis désintéressé. Non, pas désintéressé. Mais non, mais n'importe quel Mauritanien, on peut poser la même question. Oui, n'importe quel Mauritanien est soucié de l'environnement et soucié de connaître les raisons de cet accident. Il y a une mobilisation totale du gouvernement. Oui, mais la mobilisation... On n'a pas encore déterminé les causes de cette l'origine. Il ne faut pas créer une panique. Mais aussi, il faut être vigilant. Très vigilant, mais ne pas créer de panique et ne pas anticiper et ne pas avancer des hypothèses. Dans la presse espagnole, ce matin, dans la presse espagnole, il y a le ministre de l'équipement qui semble avoir lié la cause de cette pollution de nos côtes. En fait, un navire russe. Pour lui, il n'y a pas photo. Tu sais pourquoi? Oui. Parce qu'aujourd'hui même, sur la berge des îles Canaries, on a retrouvé des tortilles mortes, justement, des suites du déversement de ces huiles. Donc, est-ce qu'on va faire le rapport? Auquel cas, je pense que... Il n'y a pas de coordination. Non, je pense très sincèrement, si c'est le navire russe, le ministre de Pêche devrait rendre son tablier. Parce qu'il avait fait un communiqué que la situation du navire russe était suivie par son département, je ne dirais pas à chaque heure, oui, en tout cas qu'il prenait très au sérieux cette menace. Si c'est des huiles qui viennent de ce navire, je pense que nous avons malheureusement encore un long chemin à faire pour prévenir de grandes catastrophes. Et si par contre ce n'est pas le cas, rendons à César ce qui lui appartient et disons que, comme vous le proposez, que les institutions scientifiques sont là d'abord pour nous éclairer, pour nous illuminer, et attendre les conclusions officielles. Justement, il y a des experts qui s'activent maintenant pour pouvoir trouver une solution. Mais l'origine de la dramatisation ou de ce que vous appelez la panique, ce n'est pas le citoyen ordinaire. C'est quand on tient une conférence de presse pour annoncer que 200 km, c'est pas nous qui l'inventons. C'est les responsables du 20 km de Diago, 200 km avec 200 km à partir de Diago jusqu'à Nouakchott, on nous dit 200 km de pollution. Monsieur Jedna, vous essayez, vous me menez dans des suppositions. Non. Aujourd'hui, on sait aujourd'hui que l'épicentre... C'est une conférence de presse. Justement, Ahmed est témoin. On nous a dit que sur 200 km de nos côtes, il y avait la présence de la pollution. Oui, mais... À partir de Ndiago jusqu'à la plage de Nouakchott. Et que la concentration au niveau de Nouakchott, la plus importante, était entre l'auberge Sultana et la plage des pêcheurs. Oui, mais ils ont dit qu'il y a des experts qui vont s'activer. Mais c'est le constat qu'ils ont dressé qui a peut-être paniqué les gens. Moi, je vous dis, pour la petite histoire, on m'a rapporté que le directeur de la marine marchande, qui est responsable du pôle Mar,
avait proposé qu'il ne fallait pas aggraver une situation qui était plutôt saisissable et qu'il avait été désavoué par le Premier ministre parce que le Premier ministre a été mal informé par ceux qui devaient le faire. Ce sont des sources sûres, là? C'est des sources, concordantes, comme vous dites chez vous? Non, je peux c'est notre boulot, c'est notre boulot. C'est ce concordante, comme on dit. Excusez-moi. Non, c'est pour vous dire, c'est pour vous dire. Ce qu'il faut la cacophonie qu'il y a c'est qu'il ne faut pas alarmer aujourd'hui la population. Non, il n'y a pas d'alarme, il n'y a pas de panique. Il ne faut pas panique. Les scientifiques, l'IMROP qui est accrédité, a montré qu'il n'y a pas de lien cause à effet entre ces hydrocarbures et la mort de ces. Qu'est-ce qu'elle a dit, l'IMROP? Éclairez-nous. M. Mbarek a dit ce matin. Il était présent à la conférence de presse du ministre. À RFI. Il analyse encore les échantillons. Je l'ai écouté. Voilà. Ils analysent encore en train d'analyser les échantillons. Mais les morts de d'huile d'abord. Voilà. Ça, c'est pour déterminer l'origine, comme vous dites. Est-ce que l'origine, ça vient du bateau russe ou est-ce que c'est un. Donc, pour vous, Bandarguin, on sait que l'épicentre de la catastrophe, entre guillemets, il est à Ndiago, donc vers le sud. Vous, Bandarguin, l'important pour la population personnelle, c'est de les regarder droit dans les yeux et de leur dire que vous êtes sûr qu'au Bandarguin, il n'y a pas eu de pollution. De toute façon, si l'épicentre. Ça, c'est très important. Oui. Si l'épicentre me met en Ndiago, ça ne va pas arriver au Bandarguin. Justement. Parce que les courants, justement, c'est du nord-est. Ça aussi, il faut comprendre comment les dérives de courant amènent la pollution au niveau du Bandarguin. Il faudra que ça vienne du nord-est. Et là, je voulais aussi dire un peu, moi je doute que de toute façon ça vient du bateau russe, parce que sinon ça allait quand même toucher un peu les côtes marocaines, ça allait toucher Nouadhibou avant, ça allait toucher. Il y a quand même des indicateurs sur lesquels on doit avoir pour dire que ça ne peut pas venir de là. Mais bon, on ne peut pas affirmer, c'est les scientifiques qui... C'est pourquoi je disais qu'il ne fallait pas occulter les plateformes qu'il y a là, la prospection qu'il y a sur nos côtes qui est là, qui sortent vraiment sur les occasions. Et c'est la raison. Ça, c'est la raison pour plaider. C'est la raison pour plaider et féliciter peut-être même les autorités pour ça, d'avoir initié le BGP pour permettre justement d'avoir un œil sûr et un œil certain. Et je rappelle que le BGP a cours de financement. Parce que les partenaires, les gros partenaires, c'est les pétroliers qui n'ont pas encore mis la main à la poche pour ce projet. Mais c'est vraiment la preuve que c'est un projet... C'est le bateau, c'est quand même grave. Monsieur Jedna, permettez-moi de vous dire qu'au niveau du ministère de l'Énergie, du pétrole et des mines, où j'ai travaillé durant une décennie, et dans le contrat d'exploration-production, des fonds sont alloués à ce qu'on appelle la commission environnementale, qui est logée au ministère de l'énergie et du pétrole, le ministère chargé du pétrole. Ces fonds sont entre autres missions destinées à des... Ils ont déjà fait couler beaucoup d'encre. Oui, ils ont fait couler beaucoup d'encre, oui, vous le dites. Mais moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a des fonds disponibles au ministère pour des actions à mener, renforcement de capacités, formation du personnel et pour des causes environnementales dont celle-ci. Et selon des informations qui restent à vérifier, je ne peux pas l'affirmer, que des fonds ont été octroyés, auraient été octroyés par la dite commission, par le ministère, pour appuyer le plan Polmar qui a été mis en place. Ceci reste à vérifier comme cette information. Moi, je pense que c'est là peut-être là le sentier qu'il faut suivre. C'est que le Polmar devrait être justement, je ne dis pas réactivé, mais les opérations de simulation, les campagnes de simulation qu'il effectue doivent être encore redoublées. C'est comme ça que les actions, je veux dire, les réflexes vont naître. On est d'accord. Mais si on continue d'oublier le plan Polmar pour des raisons qui sont très subjectives, je pense qu'on risque malheureusement... Mais monsieur, excusez-moi. Allez-y, parce que je voulais poser une question à monsieur Hadrami. Oui, non, juste je voudrais bien qu'on parle de la question environnementale dans sa globalité. Il y a effectivement cette information qu'on ne peut pas ne pas être sensible à ça et en discuter, en débattre. Cependant, moi je crois qu'il y a tout un arsenal juridique. Il y a
parallèlement à toute une éducation environnementale et une sensibilisation. Monsieur le député, les textes existent. Le plan directeur de l'aménagement du littoral existe. Il a été fait avec des partenaires sérieux, comme le PNUD, comme l'ICN, comme la GIZ. Ça rentre dans le cadre de la stratégie justement de préservation de l'environnement en Mauritanie. Je pense que le minimum à faire, c'est que quand on fait des textes, on prend le temps de les appliquer. Vous fatiguez justement, les députés se fatiguent. Pour voter des lois, on ne se fatigue pas, c'est notre travail. C'est votre travail, vous êtes payé pour ça. Et vos électeurs vous en sont reconnaissants. Mais au bout du compte, si tout ce que vous faites, je ne dis pas tout, mais des choses qui sont aussi intéressantes que l'ordonnance 2037 reste dans les placards, c'est que quelque part il y a un problème. Il faut que, justement réactiver ces textes. Sinon ça sert à quoi d'avoir des lois qui ne sont pas actives, qui n'ont aucune incidence sur la vie publique. En fait, vous, monsieur Hadrami, comment vous faites en fait pour la réduction de la pollution de l'environnement au Bandarguin? Voilà, nous avons une convention avec l'ONISPA depuis longtemps aussi, comme une convention avec l'IMROP. L'IMROP disponibilise au niveau du parc national de Bandarguin dans chacun des villages un enquêteur qui scrute tout poisson qui arrive, avec quel filet, avec quel endroit et tout ceci. Et c'est sur base de cette statistique que nous programmons l'année d'après. De la même façon avec l'ONISPA, nous surveillons nos eaux, c'est-à-dire que pour voir les métaux lourds, parce que vous n'ignorez pas qu'il y a TASIAS à côté. Vous n'ignorez pas qu'il y a l'offshore à côté. Donc nous, depuis très longtemps, on a déjà anticipé cette affaire. Et donc avec l'ONISPA, nous suivons tout ce qui est métaux lourds, traces seulement de métaux lourds. Donc dès qu'il y a une pollution, on peut le savoir. Non, mais par rapport jusqu'à présent, le monitoring, c'est déjà, il y a déjà des institutions que monsieur le député a citées, qui font leur travail et qu'on a vraiment, on n'a rien à leur reprocher. Mais ça, c'est un travail, quotidien. C'est de la pollution chronique. Et donc, elles sont informées au jour le jour suite à des prélèvements. Mais les accidents, c'est autre chose. C'est autre chose. Je veux dire, il faut vraiment se mettre dans cette perspective que ça peut nous arriver un jour. Justement. Et que nous soyons préparés justement à éviter des drames. Par rapport à Taziaz. C'est ça l'idée que je voulais... Excusez-moi, par rapport à Taziaz, vous dites, vous ne croyez pas que Taziaz, ça peut polluer le Bandarguin? Oui, mais c'est ce que je viens de dire, c'est qu'on croit que ça peut polluer. Non, mais est-ce que Taziaz, comme c'est pollueur, payeur, est-ce qu'elle paye quelque chose pour la pollution? Elle ne paye pas. De toute façon, on n'a pas encore une pollution avérée. Non, mais vous avez... Non. Comment ça, vous n'avez pas une pollution avérée? C'est-à-dire il faut qu'on ait des traces. Justement, il n'y a pas de traçabilité du tout. Non, on suit mensuellement la qualité de l'eau au niveau du Bandarguin. Il y a des métaux lourds quand même, certainement, qui arrivent. C'est encore à l'état de trace pour nous. C'est ce que nous dit l'ONISPA. Donc, ça veut dire que ce n'est pas avéré. Par contre, nous pensons que c'est potentiel. C'est-à-dire que la négociation avec Tazias, nous continuons à lui dire que vous êtes probablement un pollueur, même si on n'est pas encore arrivé à le montrer scientifiquement. Et donc, on essaie de travailler avec eux sur leur plan de gestion environnementale. Voilà, pour pouvoir intervenir et pour pouvoir... Il faut être juste avec les acteurs. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce qui crée le plus de dégâts pour la faune et la flore au niveau marin, c'est la pêche industrielle. Il faut appeler les choses par leur nom. Je ne discute pas les pétroliers de polluer ou d'apporter des effets néfastes. Des techniques de production qu'ils utilisent. Au moins, Ahmed, figure-toi que l'Atlas des zones vulnérables en Mauritanie a été le fruit d'un partenariat entre le gouvernement, la société civile et les partenaires et les sociétés justement pétrolières, qui a permis justement de mettre en évidence l'importance des récifs coralliens en Mauritanie, d'un côté, de deux, la richesse halieutique, parce que la dernière baleine qui a été découverte par la dernière espèce de baleine découverte en Mauritanie, c'est pas l'effet, je veux dire, d'un hasard. C'est que quelque part, il y a des gens qui travaillent et qui ont eu des financements à travers cette structure pétrolière. Maintenant, la gestion de l'environnement est en tout, surtout l'environnement marin. Quand on parle je veux vouloir parler je parle avec sous le secrétaire de député.
il y a des défis qui se posent sur le plan environnemental dans le secteur de la pêche, c'est-à-dire la gestion des stocks de poissons. Vous le savez autant que moi que le poulpe, par exemple, aujourd'hui, est surexploité. Surexploité, même si les Européens ne le touchent pas aujourd'hui. Et que vous avez, par ailleurs, des contrats avec les sociétés chinoises qui ont des avantages déséquilibrés par rapport, c'est a posteriori, maintenant c'est trop tard, mais à la limite, les gens savent qu'il y a un déséquilibre dans cette convention qui a été signée avec l'État, qui donne accès au poulpe et qui accepte une première, le chalut en bœuf, c'est-à-dire une technique de pêche qui n'a jamais été faite en Mauritanie. Tout ça, c'est pour vous dire qu'on veut bien croire que l'État, en tout cas que le gouvernement, aller sur l'intérêt des Mauritaniens, mais dans la pratique, nous avons des exceptions qui nous montrent tout à fait le contraire. Quand on parle de l'environnement marin à Nouadhibou, et que je ne parle pas de la baie de l'Étoile, mais je parle des 60 usines de farine, de poissons, et qui déversent aussi dans leurs déchets liquides dans la baie de Nouadhibou. Ouais, quand on parle du centre d'interprétation, excuse-moi, le centre d'interprétation qui a été mis justement non, qui était à il y a des déchets ménages, des conserves ici, plastique. Non, c'est un centre d'interprétation qui était destiné justement à faire connaître le coq moine pour les enfants à Nouadhibou. Mais qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Vous savez, M. Jedna, permettez-moi de vous dire des choses. Permettez-moi juste... mais on va parler de vos objectifs à vous. D'accord, vous les aurez. Allez-y. On n'a plus beaucoup de temps là, on parle des objectifs des autres. Juste, vous avez évoqué en fait la pêche. Moi, de ce que je sais, c'est que les négociations ont toujours existé dans ce pays entre l'État d'une part et les autres partenaires. Et ce dont je suis certain, c'est que le gouvernement en place, les autorités en place veillent à ce que ces contrats ou ces accords soient parfaitement dans l'ordre de servir le pays. C'est ma conviction certaine. Il y a ce qu'on appelle la pêche INN, interdite et non réglementée. Si vous avez suivi les débats, et ça c'est une plénière, dans une intervention que j'ai eu à faire devant son Excellence, Monsieur le ministre des Pêches, nous avons demandé à ce que les deux problèmes que vous avez soulevés, je les ai déjà posés au ministre des Pêches dans une plénière, à savoir la pêche INN, à savoir en fait cette industrie de farine de poisson. Il y a un fait devant nous, on essaie d'atténuer éventuellement l'impact. Soyez sûrs que certes, nous appuyons le gouvernement dans ce qu'il fait, mais nous contrôlons l'action. Nous sommes quelque part responsables de ce que nous faisons et de ce que nous disons. Ça, c'est d'une part. D'autre part... je reviens le dernier tour de table pour que vous nous parliez de vos objectifs. Donc, en fait, continuez ce que vous étiez en train de dire par rapport à justement... Donc, au niveau de nos eaux, je disais que c'est bien contrôlé, que c'est mensuellement prélevé, et donc jusqu'à présent, on n'a pas de traces de métaux lourds. Ceci étant, au niveau de la pêche, je pense que c'est seulement au niveau du Bandaguin qu'il y a une très bonne conservation, parce que le niveau de la pêche est contrôlé. Contrôlé par quoi? D'abord par l'outil de production, c'est une lanche, donc elle ne peut pas prélever beaucoup. Deuxièmement, par le nombre de lanches, qui est plafonné à 114. Ça veut dire que donc, ils ne peuvent pas pêcher beaucoup. Et si le Bandaguin continue à vivre, je pense que vous aurez des poissons parce que c'est des espèces migratrices. Pour le moment, on n'est pas inquiété. Et donc, voilà, ça veut dire que la pêche va continuer. Est-ce que vous sensibilisez en fait ces usagers, les usagers qui utilisent les petits bateaux et les villageois à côté? Oui. Sur l'environnement, c'est important. Est-ce qu'ils sont contents, les villageois du parc? Non, ils peuvent ne pas être contents parce que les villageois, ils demandent toujours plus. C'est tout à fait normal. Ils demandent c'est comme entre un enfant avec son père. Ils demandent toujours à la direction beaucoup plus que ce qu'ils ont. Et c'est tout à fait normal. Ou est-ce que c'est la direction qui fait moins que ce que j'espère eux?
C'est aussi une question. Non, nous, on a une mission de conservation. C'est vrai. C'est vous qui la posez. Non, non. On a une mission. Je connais je sais bien de quoi je parle parce que. Mais allez-y, posez-y la question, il est là pour ça. Non, très souvent, je discute avec les villageois, les pêcheurs. Les pêcheurs. Et qui trouvent toujours à le dire par rapport à la politique sociale du parc. La boîte, quoi. Dans une zone qui, normalement, est leur zone de prédilection. Oui, mais c'est aussi une zone... Non, depuis toujours. Et alors, mais c'est une zone mauritanienne aussi. Non, mais quand il vient voir quelqu'un qui était sur la côte, qui pêchait comme il voulait, tu lui dis, maintenant, tu ne peux avoir qu'une lanche. Oui, avec combien de tes enfants, à la limite, tu n'as pas fait une grande école à côté, ni un grand centre de santé, ce qui n'est pas toujours de ressort des parcs, je l'admets. C'est aussi les autres structures de l'État. Mais tu n'as pas beaucoup à lui demander. Si tu n'as pas une bonne école, je veux dire au moins au CM2, parce que j'en connais qui envoient leurs enfants à Nouadhibou ou en Nouakchott pour continuer leur scolarité au collège. Donc, forcément, les gens ils sont réticents parfois aux politiques parce qu'ils pensent que c'est fait à leurs dépens. Donc il n'y a pas d'intégration des populations locales en fait dans leur environnement. Il y a même quand même un laisse-moi répondre. Il y a un mécontentement. Allez-y. Laisse-moi répondre. Allez-y. Donc on peut nous demander toujours plus. C'est que ce que je veux dire, c'est vrai que nous, notre première mission, c'est une mission de conservation. On s'attelle à conserver ce parc. C'est pas seulement pour la Mauritanie, c'est pour la sous-région. C'est pour l'humanité. C'est pour l'humanité. Depuis 2001. Donc pour toute l'humanité. Évidemment, si on les empêche eux de faire des choses, c'est vrai qu'il faut avoir des compensations. Ce que nous regrettons, ce que les gens regrettent quand ils viennent au parc, c'est vrai qu'ils voient que l'éducation n'est pas au top. C'est vrai qu'ils voient qu'il n'y a pas d'eau, c'est vrai qu'il n'y a pas ceci. Mais en fait, longtemps, ça on le considère nous-mêmes comme des points noirs qu'on avait. Longtemps, on a considéré que c'était les missions régaliennes de l'État et que ce n'était pas les missions du parc. Du parc, oui. C'était les missions de l'éducation, c'est les missions du ministère de la Santé. En réalité, pour des écoles, il faut des dispensaires, c'est l'État, c'est le ministère de la Santé. Voilà, et en réalité, en réalité, ce qui se passe, c'est vrai. Mais en réalité, ce qui se passe, Ahmed, c'est qu'effectivement, c'est une population de 1200 personnes et qui est éparpillée sur 9 villages. Donc quand vous allez au ministère de l'Éducation, il va vous dire, écoutez, moi je ne peux pas construire une école pour un taux comme ça. J'ai quand même des gens à Dalbarou, j'ai d'autres... Et alors, il faut bien envoyer les enfants à l'école. Voilà, mais en fait, il faut reconnaître que depuis 2010, dans notre plan d'aménagement et de gestion, nous avons mis notre argent pour construire des écoles, pour acheter des ambulances, pour remédier à tout ça. Parce qu'à force de nous taper sur le doigt, de dire, voilà... Au lieu de conserver les tortilles marins, nous-mêmes aujourd'hui, on le fait à la place de l'État. Vous faites des écoles. Voilà, on fait des écoles. Donc vous construisez des écoles, des dispensaires. On construit des dispensaires, on achète des ambulances, on achète des citernes. Bon, c'est normal, mais c'est pas suffisant peut-être. Mais la première mission, c'est quand même une mission de conservation aussi. Mais il faut dire que cette population, c'est la plus choyée aussi dans le monde. 1200 personnes avec 12 000 km². Le village est au bord de la mer. N'a droit d'y pêcher que eux. Moi qui suis au Mandarguin, je n'ai pas droit d'y pêcher. C'est les seuls qui ont droit à accéder à cette ressource. Donc ça aussi, c'est pas donné à tout le monde. C'est une réserve qui se trouve sur leur terroir. Oui, et quoi? Ils ont une ressource. Le fer se trouve à Zverat. Tu ne veux pas protéger, on n'en profite pas, c'est quand même long. Tu ne veux pas protéger une aire marine et l'ouvrir à la pratique d'une pêche, même sportive, qui vient d'ailleurs. J'imagine. Tu connais un peu le snobisme des gens. On pourrait même utiliser... Et là, c'est un peu pour la circonstance... le côté snob, quoi. Non, je rappelle juste que autant la nurserie du parc est importante pour le renouvellement des espèces de poissons en Mauritanie. Bien sûr. Autant les services de la Marine nationale et ceux du parc doivent être regardants parce que c'est très tentant pour certains. Je ne dis pas les gros bateaux. Je pense par exemple à la pêche côtière, qui ne demande pas beaucoup de c'est tentant, c'est vrai que c'est tentant. C'est tentant parce que c'est vrai que... Même la pêche sportive. Et surtout éviter qu'on ferme les yeux sur certaines pratiques qui peuvent être nuisibles. Non, c'est surveillé. Nous, à l'année, on a 110 pirogues qui entrent dans le parc. À l'année. Combien d'effractions à l'année? Combien il y a eu d'effractions? À peu près 100 et quelques, 105, 110. Récurremment.
Chaque année, récurremment. Donc Mais c'est on peut pas. 30 ans, ça reste 30 ans. Non, non, c'est pas. Non, ça reste 30 ans, mais c'est dissuasif le C'est dispositif. tentant, c'est normal, c'est tentant. C'est dissuasif, c'est dissuasif parce que l'amende est tellement forte que les gens, quand ils viennent, ils ne C'est la retournent pas. séquestration du moyen de production. Donc, Gitna, si tu as une question à poser Non, non, c'est à l'un de nos juste invités, ta dernière question. Ma question, probablement, c'est le réseau des parlementaires qui m'intéresse le plus aujourd'hui, parce que je sais que je vous félicite au passage pour votre élection à la tête du réseau sous-régional. Et pour vous dire que, de toute façon, on fait un travail pratiquement complémentaire. Vous êtes des hommes de loi, c'est vous qui dictez les lois, mais nous aussi, on est là comme observateurs. Quand nous estimons que des choses, en tout cas, telles que rapportées par les gens qu'on côtoie tous les jours, c'est-à-dire la population, c'est pas entrer en contradiction que de vous rapporter des choses qui sont là. On n'est pas là pour jeter des fleurs, mais on n'est pas là aussi pour créer la petite bête. Mais il faut accepter aussi que le principe de la critique soit là et que ce soit une critique constructive qui permette à ce pays d'aller de l'avant. Je crois que M. Deïda, nous sommes sur la même longueur d'onde. Nous sommes là pour recueillir toutes les informations. Je l'ai déjà dit, nous avons une mission de contrôle de l'action du gouvernement. Mais j'ai dit bien recueillir toutes les informations, les vérifier. Cependant, permettez-moi de dire et de vous dire que les informations que vous aurez à nous fournir seront passées au peigne fin, seront vérifiées. Le réseau n'est pas l'appropriation d'une autorité. C'est une autorité qui fait un travail qui, le souci derrière, c'est un souci de préservation, c'est un souci de durabilité dans l'action. Donc, dernière question, comment expliquez-vous, juste de m'en souvenir, comment expliquez-vous, vous qui êtes président de ce réseau, et que vous n'ayez pas été invité justement au projet, le dernier projet de code de marine, de code de pêche à Nouadhibou, un code qui avait été discuté, je veux dire, quelque temps, et que les acteurs ont demandé à son adoption jusqu'à la concertation vraiment large et surtout fasse le tour de toute la question du système de quotas. Alors que jeudi dernier, nous apprenons au Conseil des ministres que le projet de loi a été adopté en Conseil des ministres. Vraiment, il y a des choses sur lesquelles, excusez-nous, mais on ne va probablement pas être en accord. Si vous avez toujours une position partisane, donc... Non, notre position, mais attendez, si je sors du cadre de... Moi, je ne rentre pas, là. Si je sors du cadre de représentation aujourd'hui du REPEN, j'ai bien sûr ma position politique qui est très tranchée et très visible. Cependant, je parle d'un réseau qui, je le répète encore, est constitué de toutes les colorations politiques. Vous avez dit... De partis politiques. Vous aviez dit... Nous n'avons pas été invités. Je ne l'ai pas vu surtout. Voilà. Pas été invités ou pas vu, il y a une différence. Vous étiez là, en fait, vous étiez là. Dans tous les cas. En fait, vous étiez présent. Mais le réseau, ce n'est pas son président. Monsieur le député, vous étiez présent. Est-ce que le réseau était présent? Le réseau, ce n'est pas seulement son président. D'accord, donc le réseau était présent. Ce sont des dizaines de parlementaires et d'élus. Monsieur le député, on n'a plus le temps. Donc le réseau était présent. Par contre, le président n'était pas là. Bon, le réseau n'est pas seul. C'est ce que vous voulez dire. Les parlementaires étaient bien présents. Parlez-nous vite fait des objectifs en 30-40 secondes, les objectifs que vous fixez au réseau. Les objectifs en 40 secondes. Oui. C'est une question à laquelle difficile à répondre. Dans tous les cas, amélioration de l'arsenal juridique, sensibilisation, qui dit amélioration, sous-entendu l'application et le contrôle de l'application de ces textes, la sensibilisation des populations, puisque si je vous dis simplement que la carte de crédit téléphonique que nous achetons quotidiennement fait 1000 ans pour pouvoir se transformer dans la 1000 ans, la carte. Oui, donc, la sensibilisation des populations, mais aussi la sensibilisation des pouvoirs publics. Donc, c'est cette prise de conscience, c'est cette éducation environnementale, c'est cette notion de prise de conscience, en plus du dispositif juridique, qui sont les deux grands objectifs du réseau. Merci. Donc, M. El Hadrami, vite fait, pour le mandat, en fait, que sont les objectifs
les objectifs pour le Bandarguin. Vous nous parlez un petit peu vite fait du Bandarguin parce que les Mauritaniens. Oui, donc le Bandarguin, comme vous dites, c'est 12 000 km². C'est un littoral de 180, donc c'est le 1/3 du littoral mauritanien. Dans cet espace vit une population appelée Imragen, essentiellement pêcheurs. Ils sont au nombre de 1200. Avec le village. Voilà. Donc, et il est patrimoine de l'humanité depuis 1989. Site Ramsar 82 et don à la terre en 2001. Voilà. Maintenant, sur ce territoire, il y a une ressource qui est pour toute la zone économique exclusive. Et cette ressource, nous avons la charge de la conserver. Nous la conservons. Donc, l'objectif principal, c'est la surveillance. Encore la surveillance et encore la surveillance. L'objectif second, c'est développer la population locale, donc faire encore plus d'accès aux services de base, comme je viens de dire. Est-ce que vous mettez en œuvre en fait des projets générateurs de revenus Absolument. au profit de ces populations? Absolument. Nous mettons par exemple tout l'écotourisme, c'est une activité génératrice de revenus dédiée à la femme. Nous mettons les activités de transformation des produits de pêche, poutargue, tichtar et tout ceci, c'est aussi une activité génératrice de revenus dédiée aux femmes. Parce que nous aussi, là, on fait l'effet genre, hein, on n'est pas seulement... Parce qu'on nous pense que la femme... Voilà, on est en avance avec le fonds fiduciaire, avec le PSSA, en fait, on est en avance. Le PSSA, figurez-vous, on va être le premier en Afrique à en disposer comme statut. Le premier en Afrique à disposer de ça. Des espèces animales marines, quoi. Les espèces animales marines. Voilà, donc qu'est-ce que vous voulez dire aux téléspectateurs par rapport à... moi, c'est juste pour revenir à notre sujet principal, c'est par rapport à la pollution qu'il y a sur la plage. C'est que quelque part, il y a encore des trous sombres, en tout cas par rapport à l'origine de cette pollution, et que si les autorités ont déployé... On ne sait pas encore ce qui s'est réellement passé. Oui, si les autorités ont déployé aussi jusqu'ici les moyens dont ils disposent pour d'abord contenir ce qui a été déjà découvert sur la plage, je pense qu'ils gagneraient aussi un crédit de parler réellement de l'origine réelle de cette pollution. Et j'espère que l'enquête menée par les scientifiques contribuera un peu à sortir un peu de l'ombre l'origine de cette pollution et que finalement on prenne vraiment le taureau par les cornes pour que demain, si on est placé devant une situation pareille, le plan Polmar puisse être véritablement, spontanément déclenché sans... Voilà, ça sera le dernier mot de la fin. On espère en fait pour Fouché téléspectateurs, de toute façon il faut savoir que les autorités mauritaniennes ont affirmé que les zones affectées par cette pollution ont été nettoyées et que la situation est sous contrôle. Donc il n'y a pas fin à la demeure et on espère que ce serait la vérité. Donc je remercie M. Sidibab en votre nom, chef de bien sûr, j'aime aussi M. Sidibab qui est député de Ouadane et que je rappelle qu'il est président du réseau des parlementaires et élus locaux pour l'environnement, et M. Al-Hadrami Oula Ahmed Deida qui est conseiller chargé de l'écotourisme et de l'éducation environnementale au Bandarguin. Et bien sûr mon confrère de Ouldeide, je vous remercie tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Et je remercie l'équipe technique, M. Diaga, Melainin, Tafa et le réalisateur de cette émission, M. Bertin. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Au revoir.